Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va parler de courbes en S d'adoption d'une nouvelle technologie. On va bien sûr faire l'analyse complète, fonda, technique et sentiments sur Bitcoin et Ethereum comme tous les jours. Et puis, on ira parler de choses et d'autres et de news et compagnie. N'hésitez pas, si le contenu vous plaît, à venir nous suivre. Donc, vous abonner, activer la cloche des notifications, venir nous rejoindre sur le Discord dont le lien est en description de la vidéo également. Et surtout pas hésiter à mettre un like. J'ai que 10% des gens qui mettent des likes sur les vidéos, donc n'hésitez pas, ça prend quelques secondes, à pousser un petit like sur la vidéo de manière à forcer un petit peu l'algorithme. Ici, on est sur Bitcoin face au dollar, on a étudié hier déjà ce breakout, etc. Pour le moment, on va revenir sur le prix du Bitcoin après, mais on va parler d'abord du sujet du jour qui va être donc du coup la courbe en S d'une adoption technologique. Concrètement, à quoi ça ressemble une courbe en S? Ça ressemble à ça, c'est-à-dire que vous avez d'abord une adoption par ce qu'on appelle les early adopters, donc les gens qui sont on va dire, les premiers vraiment à découvrir une technologie. On considère que c'est jusqu'à 10%. Ensuite, vous avez la majorité, on va dire la majorité qui intervient tôt, early majority. Late majority, c'est la majorité qui intervient le plus tard. Et à la fin, vous avez les réfractaires qui finalement finissent par adopter la technologie. Si jamais on adapte cette courbe à des grosses innovations technologiques du XXe siècle, vous voyez ici on a cette courbe qui est relativement intéressante, où on voit toutes les nouvelles technologies qui sont adoptées au fur et à mesure. Globalement, vous avez l'automobile ici qui est en rose, avec une assez forte adoption à partir de 1900, et puis ensuite un plateau qui se trouve. Voilà, nous, ce qui va nous intéresser principalement, là, dernièrement, c'est le téléphone. Le téléphone, vous le voyez également autour des années 50, voilà, tout le monde qui commence à adopter le téléphone petit à petit, et puis avec l'arrivée des portables, on a cette fameuse early majority et late majority qui rentre, et là, on va sûrement trouver un plateau autour des 90%, entre les 90 et les 100%, et puis, même chose pour Internet, qui est ici. Alors, excusez-moi, je me suis trompé entre Internet et le téléphone. Internet étant celle-ci, vous le voyez. À partir des années 50, les intranets qui apparaissent, etc. Et on a cette espèce de boom autour de 95, où tout d'un coup, vraiment, on passe assez fort. Sur Bitcoin, il ne faut pas regarder ça comme sur le prix. Tout ça, c'est plutôt une courbe qu'on découvre dans les nouvelles technologies et qui est plutôt, qu'on pourrait plutôt appliquer aux quantités. Donc la quantité de Bitcoin, vous le savez, elle est donnée. Donc c'est plutôt les adresses actives qu'il va falloir ici venir, étudier sur Bitcoin. Comment on fait ça? Tout simplement, on va sur Glassnode. Donc vous comprenez ici que bien entendu, toutes les nouvelles technologies sont d'abord adoptées par une toute petite frange de la population. Et puis ensuite, on a une courbe qui, tout d'un coup, monte très fort quand on a la early majority et la late majority qui rentrent dedans. Et puis ensuite, on a bien évidemment ce plateau où il ne reste plus que les derniers réfractaires qui rentrent sur cette nouvelle technologie. Donc si jamais on devait appliquer ça sur Bitcoin, moi personnellement, j'irais plutôt voir les adresses actives. C'est-à-dire qu'on prendrait ici, par exemple, sur BTC, les adresses actives. Globalement, on pourrait même prendre adresse avec une balance qui n'est pas de 0. Voilà, ça serait même peut-être plus... Sinon, on pourrait appliquer vraiment une grosse moyenne là-dessus, peut-être 50 jours. Voilà, 90 jours pour avoir quelque chose de un peu plus propre. Et globalement, vous le voyez ici, le nombre d'adresses ici qui monte petit à petit dans une sorte de canal. Au début, on n'a rien jusqu'à 2013. Et puis là, on a les early adopters qui commencent à rentrer. Et principalement, si aujourd'hui, on devait appliquer ce type de zone là sur Bitcoin, en fait, on serait globalement sur la fin des early adopters et le début de l'adoption d'une early majority. Voilà, on serait quelque part par là. C'est-à-dire que si jamais je vous montre le modèle de la courbe en S qu'on voyait tout à l'heure, on serait autour ici des 10%. Et on commencerait à être dans cette multiplication d'adresses que représente l'adoption de la majorité early. On l'a vu principalement, bien évidemment, sur les institutionnels qui rentrent, Tesla qui est rentré un petit peu cette année, ce genre de choses. Et puis BlackRock qui commence à arriver. On commence à avoir un petit peu ici pas mal de gens qui s'intéressent à cette nouvelle technologie qu'est la crypto. Donc sincèrement, je pense que la dernière fois que j'ai regardé, on était autour de 5 ou 6% des gens qui ont déjà eu une adresse crypto, etc.,
pas au niveau de la totalité, que ce soit au niveau des institutions, etc. Alors j'avais un bon graphe malheureusement que j'ai sorti dans une vidéo, mais j'ai pas retrouvé ni la vidéo ni le graphe où justement on disait où en sont les institutions, où en sont les retail, etc. Mais globalement, il faut comprendre qu'on est quelque part ici au tout début. Et que si jamais la crypto est adoptée, si jamais la régulation se passe bien, toutes ces choses-là se passent bien, l'expérience utilisateur fera que de plus en plus de gens vont adopter le système de la crypto. Alors on ne sait pas à quelle vitesse ça va se faire, mais si jamais on réfléchit un petit peu, et globalement la courbe d'adoption du Bitcoin semble être encore plus pentue que celle d'Internet, et ça me ramène ici à la courbe qu'on voyait tout à l'heure, où vous voyez que sur Internet ça s'est fait très vite, et il y a aussi cette idée actuelle qui est un peu plus philosophique, mais qui est de dire qu'on rentre dans un âge exponentiel de l'information, c'est-à-dire que toutes les courbes en S d'adoption de nouvelles technologies vont se faire de plus en plus vite, justement grâce à Internet, puisque l'information circule beaucoup plus vite, et que donc du coup, les nouvelles technologies qui vont rentrer, ça s'appelle donc l'âge exponentiel, c'est un concept, on va dire, sociologique et psychologique et économique, qui est de dire que tout simplement, une nouvelle adoption aujourd'hui, étant donné qu'on a tous Internet, on est 90% des gens, vous le voyez sur ce graphe, à avoir Internet dorénavant, on est à ce niveau-là. Cet âge exponentiel va pousser les nouvelles technologies de plus en plus vite. Internet étant le moteur de cette circulation de l'information encore plus rapide, et donc du coup, bien évidemment, d'être plus rapidement sur des adoptions critiques de ce genre de choses. Alors nous, on aimerait bien que ça aille encore un petit peu plus vite, on aimerait bien que ce type de chart que vous voyez là, soit encore plus pentu, et qu'on ait vraiment quelque chose qui ici parte en parabole. Pour le moment, vous voyez qu'on a eu vraiment ce plateau au début, c'est normal, ça c'est le tout départ, et puis ensuite là on commence à avoir cette vitesse d'adoption qui commence à s'accélérer petit à petit en fonction des cycles, et là l'idée ça serait de partir carrément à la verticale pour l'adoption de ce qu'on appelle la early majority. Voilà, c'est un concept dont je voulais parler. Le week-end, j'aime bien faire des vidéos un petit peu de concept. Donc du coup, je voulais vraiment, c'est dommage qu'on n'ait pas Bitcoin sur la chart. J'ai pas trouvé, de chart qui inclut toutes ces nouvelles technologies comme l'automobile, l'électricité, toutes ces nouvelles choses et qui inclut Bitcoin malheureusement. Mais globalement, vous voyez ici, vous pouvez très bien vous faire une idée de quelle est la pente actuellement. Le moment où vous verrez ici une parabole se créer, quelque chose qui partirait beaucoup plus fort, et bien entendu vous pourrez imaginer qu'on est potentiellement dans cette fameuse adoption de la late majority. Ici on le voit, l'adoption d'Ethereum qui suit la même pente, peut-être un peu plus pentue pour Ethereum, avec un décollage on va dire un peu plus franc, puisqu'il a été boosté tout simplement par Bitcoin, mais relativement intéressant de voir aussi qu'on est juste au début là, et que ça a l'air parabolique comme ça, mais là on a une courbe qui est sur 15 ans, si je vous l'aplatis on va dire, voilà déjà plus quelque chose, si je réduis un petit peu l'option de temps, vous voyez que cette courbe est assez propre, elle commence ici légèrement à augmenter sur le dernier cycle, mais en gros on a une trend ici qui est vraiment relativement propre. Voilà, c'est tout pour ce concept. C'est assez rare que je commence dans les vidéos conceptuelles, que je commence par les concepts, mais là je trouvais ça intéressant de le faire. Ensuite, ici, on est donc sur le prix du Bitcoin face au dollar. Vous voyez qu'on a ici marqué une petite pause autour des 21,5, 21,3. Globalement, qu'est-ce que nous dit pour l'instant la structure, en plus petit? Bon, d'abord, on mettra en avant potentiellement, alors moi je trouve qu'il n'est pas extrêmement beau, mais ce biseau descendant là, qui a été créé par toute cette correction qu'on a faite, qui a cassé à la hausse du coup, assez franchement, vous voyez quand on pète ici la trend, ça part assez fort, et puis qui pourrait potentiellement nous donner une target d'un retour aux 25 000. Alors ça j'en ai parlé hier, c'est le scénario tout simplement dans lequel on ferait ici une correction haussière en flat, c'est-à-dire quelque chose qui donne quelque chose comme ça, voilà, une flat tout simplement. Ici on a touché les 90%, donc on est tout à fait dans les possibilités d'une flat. À voir si c'est ce que va nous donner le prix, mais en tout cas, voilà, ce biseau rajoute un peu de l'eau au moulin du fait de se dire que potentiellement on est là-dedans. Ce qui me gêne un petit peu, c'est cette grosse structure là qui a l'air quand même corrective vers le haut, qui théoriquement, je le rappelle, a une target autour des 14 000, donc ça c'est principalement la chose qui me gêne. Et puis on a aussi une épaule tête épaule qui a elle également une target autour des 14 000, mais j'en parle suffisamment dans les vidéos pour regarder les vidéos des précédents jours si jamais vous voulez retrouver ces targets là. Voilà, on avait ce triangle qui a pété là, qui nous a donné quasi la box d'achat ici autour des 18,5.
Et puis ensuite, expulsion vers le haut, voilà, suite un petit peu à ce que peut nous donner, ce que nous a donné, on va dire, le discours de Powell à Jackson, après le discours de Powell au Cato Institute, qui lui a été plutôt neutre, on va dire, hein, dans l'esprit, au quiche, mais pas plus au quiche qu'avant, et il n'y a pas eu d'annonce comme quoi, voilà, on serait potentiellement dans quelque chose de moins bien. Ici, ce qu'on voudra voir, si on veut continuer à rester haussier, là vous voyez qu'on commence à montrer un peu des signes de round top, et ça c'est pas très bon de faire ce type de correction comme ça. Nous, ce qu'on préférerait voir, c'est éventuellement quelque chose qui nous dit que on a ici, si vous suivez souvent la chaîne, vous le verrez souvent, une correction en descente entre deux bornes. Par exemple, ce genre de flag, ça serait vraiment relativement excellent à voir ici. Pour le moment, la seule chose qu'on peut noter au niveau action de prix, c'est un ralentissement comme ça, et ça c'est pas forcément une bonne chose. La chose qu'on pourrait ici envisager également, c'est qu'on ait ce round, un rebond ici sur les 27, un retour, un rebond, un retour, un rebond, et là on aura effectivement notre bottom, enfin notre flag, notre figure de continuation, voilà, c'est ça. Pour le moment, je vois pas de triangle, hein. Si on avait un triangle, ça serait plutôt un bon signe également. Je vois pas non plus de flag, comme je vous expliquais. On pourrait ici faire un flag comme ceci, c'est-à-dire un top, qu'on appelle un top en... pour le coup, ça serait un Eve et Adam, c'est-à-dire un round bottom et un round top, un V bottom derrière, et on repart. Voilà, et particulièrement aussi, c'est souvent ce genre de figure qu'on voit, c'est-à-dire que c'est cette figure arrondie qu'on va appeler Eve et celle-ci qu'on va appeler Adam. Donc là, ça serait un Eve et Adam, et on aurait ici potentiellement une correction en flat. Pour le moment, tant qu'on tient à peu près ici les 27, et c'est ce qu'on va regarder sur le sentiment et les autres éventuellement les autres indices qu'on peut trouver, rien de bien alarmant. Si ce n'est que vous allez voir, quand on va analyser le sentiment, on a quand même de la liquidité ici qui se trouve autour des 19,5. Donc ce signe de ralentissement là n'est pas très bon, et on pourrait ici éventuellement viser cette zone pour un rebond. C'est-à-dire tout simplement qu'on viendrait faire voilà, quelque chose comme ça pour venir terminer cette flat et trouver éventuellement des objectifs plus hauts. Mais ici une correction pourrait très bien se mettre en place. Pour l'instant, la structure n'est pas encore assez développée pour qu'on puisse vraiment en parler. C'est le week-end, donc c'est relativement normal qu'on ait un ralentissement. Mais attention à ça, il faudra bien surveiller tout ce qui est momentum, etc. Et j'en profite pour vous dire que voilà, tous les jours, je pose une analyse de momentum sur le Discord. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre dessus. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner, activer la cloche, encore une fois, pour éventuellement venir... être au courant de toutes les vidéos qui se passent. Ce qu'on peut analyser ici également, bon là je suis en 1 heure, mais ça tient, hein, c'est à peu près l'idée, c'est qu'on a une divergence en 1 heure. C'est-à-dire que, vous le voyez ici, le prix continue à augmenter alors que le RSI descend. J'accorde pas une importance énorme aux divergences en toute petite time frame, mais bon, c'est suffisamment important pour le noter. Est-ce qu'on a la même chose? Moi, je commence à vraiment donner du crédit à partir du 4 heures. Est-ce qu'on a la même chose en 4 heures? Non, là, on est en 2 heures, déjà, on l'a plus. Et en 4 heures, non, on l'a pas. Bon, ici, on avait cette div haussière, on en avait parlé, je crois, on a eu le résultat, hein, qui a été tout simplement un retour pour une latéralisation. En 4 heures ici, pareil, quand on analyse le momentum, vous voyez que sur le Cypher nous a donné un point de vente, le stochastique a topé en haut, la VWAP s'écarte du zéro, on avait un money flow qui était positif mais qui est négatif. Cependant, on avait cette grosse div, haussière là, qui a joué hein, sur le mouvement qu'on a eu. Elle a tout à fait joué, mais qui pourrait encore jouer encore un peu plus. Vous le voyez ici, div haussière en 4 heures, et là, boum, on s'écarte vers le haut. Le stochastique qui est un RSI qui réagit très vite. L'idée étant qu'on rajoute un oscillateur dans l'indicateur normal de RSI, donc ça veut dire qu'on va beaucoup plus vite de la zone de surachat à la zone de survente. Donc c'est un indicateur très rapide qui est super cool pour avoir des signaux relativement early. Et vous voyez qu'en 4 heures, on est en train de se retourner pour éventuellement regagner la zone de survente. Pareil en 6 heures, hein, vous le voyez, le seul moment à partir duquel on peut dire qu'on reste bullish, c'est à partir du 12 heures. Et en daily, par contre, on est très très bon, c'est-à-dire que là, on vient de toper. Hein, voilà, descendre aux 4 heures pourrait nous dire, attention, potentiel retournement. Vous voyez qu'en daily, le momentum est vraiment joli. On a eu cette div ici haussière en daily. On a eu ici ce point d'achat qui désormais est confirmé sur le Cypher qui a eu lieu hier. Le shop est en train de se décharger tranquillement vers le
le haut, enfin il se décharge vers le bas mais le prix va vers le haut, et voilà, donc principalement, on avait cette dive haussière, tout a joué, etc. Peut-être ici un ralentissement, un retracement de ce mouvement-là. Si on avait un retracement de ce mouvement-là, à partir de quand et comment il faut essayer de l'intégrer et le voir. Alors, soit vous prenez tout simplement le mouvement de descente ici et vous considérez qu'on retrace vers le haut là ce mouvement-là. Donc, c'est-à-dire que ici, je vous mets un Fibonacci qui prend toute cette descente-là pour voir de combien on est remonté, hein, c'est ça l'idée. Vous voyez qu'on touche ici les 50, donc si on se retourne à partir d'ici, ça pourrait vouloir dire que, comme je vous l'expliquais par le passé, on est dans une 1, 2, 3, 4, 5 qui va descendre et qui va venir chercher potentiellement les 14 000. Personnellement, j'aurais plutôt tendance à privilégier les 0,618 là pour faire ce type de mouvement, c'est-à-dire les 22,500, et j'ai quand même effectivement ce biseau qui me donne une target autour des 25. Donc en ce moment, on est un petit peu dans une zone de week-end et on est un peu dans une zone où, on va dire, pas mal de choses sont possibles. On a repassé ici ce support cette résistance qui désormais devrait devenir un support assez costaud. Hein. Vous voyez que ça avait été un support par le passé. On est passé dessous, on est repassé dessus. Et là actuellement on est par-dessus. On a aussi eu un support désormais au 20 700 que moi je considère comme étant assez costaud aussi. Vous voyez une touche ici, deux touches ici et une touche là. Globalement on voit que c'est un support qui a quand même relativement pas trop mal joué par le passé. Donc à voir, est-ce qu'on fait un tout petit retracement là pour retaper les 20 700 et repartir, ou alors est-ce qu'on va aller chercher carrément les 19,5 pour repartir, ou alors est-ce qu'on est tout simplement dans une nouvelle vague de baisse. Globalement, comment on peut lire ça? On va d'abord faire l'action de prix sur Ether. Ether qui est bloqué sur cette résistance-là. Vous le voyez, les 1720. Il n'arrive pas à faire le jeu, malgré une journée qui, je crois, hier a été assez haussière à la bourse. On a clôturé pas trop mal, je crois, vendredi. Oui, c'est ça. Vous voyez qu'on a ouvert en gap haussier sur Nasdaq. On a fermé le gap dans la journée. Et ensuite, on est quand même reparti ici vers le haut. Sur S&P, on n'a pas fermé ce fameux gap, mais on a ouvert aussi pareillement. Et vous voyez qu'on est venu terminer à cette résistance des 4077. C'est plus ou moins l'analyse que j'en faisais hier sur le Discord en tout cas, avant que la bourse n'ouvre. Ensuite, ici sur les commodités, par contre, attention, les commodités reviennent ici sur résistance. On avait pété ici ce gros support, on l'avait bien pété. Donc attention, on veut que les commodités, nous, elles réagissent baissière ici. C'est-à-dire que tout ce qui est pétrole, cuivre, silver, voilà, tout ce qui est commodité, gaz, wheat aussi, donc le maïs, etc., les céréales, toutes ces choses-là corrigent de manière à avoir un pic d'inflation, ce qui pourrait nous donner une jambe haussière. On va désormais sur la Stablecoin Supply. Stablecoin Supply, vous voyez qu'on a touché ici le haut du canal, donc parfaitement rejeté. Et là, ce qu'on attend, c'est qu'elle continue à baisser. Là, vous voyez qu'elle marque une petite pause, donc peut-être un retracement vers le haut. Mais pour l'instant, nous, ce qu'on s'attendrait, c'est qu'elle vienne à minima chercher les 13%, c'est-à-dire globalement un chouette niveau sur Bitcoin. Admettons à Bitcoin dominance équivalente, etc. Ça nous ramènerait à peu près au niveau qu'on avait le 10 juin. Et le 10 juin, on va regarder où on en était sur Bitcoin. Alors tout ça est vraiment, c'est des comptes un peu d'apothicaire, mais le 10 juin... on était aux 30 000 $. Donc voilà, vous comprenez aussi qu'entre temps, là, ici, sur toute cette descente-là, Bitcoin a perdu de la dominance, hein, tout ça est à market cap égal, etc. Enfin, il faudrait que la hausse soit revenue exactement pareil sur Bitcoin, mais que là, il est en train de reprendre un petit peu du poil de la bête. Donc globalement, quelque part entre 25 et 30, si on revient tester cette résistance sur la stablecoin dominance, là, on a un indice que peut-être, effectivement, on reste haussier sur Bitcoin et que pour l'instant, on va juste marquer un petit retracement. Voilà, donc target 25 pour le moment, on reste là-dessus. Le scénario de la flat qui tient, scénario aussi d'une flat étendue qui tient aussi. Admettons que la Bitcoin dominance se reprenne et que tout ça se mette en place, ça voudrait dire tout simplement que au lieu de faire cette regular flat que je vous montre ici, qui serait globalement ce scénario-là, hein, là on est sur une correction. Hein. Pour nous, on est dans une vague 4, donc ceci n'est qu'un rallye. Un bear market rally, on appelle ça, c'est-à-dire tout simplement un retracement haussier pendant un bear market, c'est-à-dire qu'on s'attend après à une dernière vague. Enfin, en tout cas, c'est le scénario dans lequel que pour l'instant on englobe nous dans l'idée. Et globalement, ici, vous voyez les 30 000 qui seraient en fait qui nous donneraient en fait une flat étendue.
À la place d'une flat normale, une flat régulière, on aurait une flat étendue ici qui irait toucher, c'est 1.618, je crois qu'on l'avait regardé hier. Donc 30 000, oui, c'est possible si, encore une fois, la Bitcoin dominance se reprend et si en plus on a des très bonnes news. Quelles pourraient être des très bonnes news? Dans 3 jours, vous aurez le CPI, c'est-à-dire l'indice des prix à la consommation américain qui va sortir, ça sera à 14h30 mardi, et donc là, du coup, vous aurez, on nous dira si c'est le deuxième CPI baissier de suite. Tout le monde attend ce chiffre, tout simplement parce que tout le monde essaye de timer un pic de l'inflation. Les gens n'attendent pas que la Fed fasse son pivot, c'est-à-dire qu'elle arrête d'augmenter ses taux, voire qu'elle diminue ses taux. Les gens vont attendre tout simplement un pic d'inflation en se disant c'est bon, les outils de la Fed sont en train de marcher, ils vont continuer à augmenter certes, et c'est pas parce qu'on aura une augmentation à 0,75 que le 21 septembre que ça va couper ce bear market rally. L'idée ici c'est tout simplement que si on a un deuxième CPI baissier de suite, on a trouvé un pic d'inflation, c'est confirmé sur 2 mois de suite, puisque là on a eu juste un petit mois et pour l'instant on attend, et vous savez que le marché a une mémoire, et le marché a une mémoire, et ça vient, si je viens vous montrer la courbe d'inflation ici, ça vient tout à fait faire écho à la mémoire qu'on aurait pu avoir si jamais on avait vu ici, vous avez eu par exemple un rallye sur Bitcoin exactement, vous voyez qu'on a été baissier sur le CPI pendant un mois, et c'était tout à fait un rallye sur Bitcoin, et c'était donc en février-mars je crois, courant mars, où on avait eu un joli petit rallye sur BTC qui avait repris, je crois, une 50% dans la foulée. Et puis ensuite, finalement, on repart haussier. Donc là, le marché, finalement, se dit « Ah bah non », la Fed continue d'ailleurs à augmenter ses taux. Et là, vous voyez qu'on a eu une première baisse. Ce qu'on veut, c'est que ça confirme avec une deuxième. Est-ce que ça confirmera avec une troisième ou pas? C'est pas la question pour le moment. Pour le moment, on peut pas voir ici à 10 ans. Et c'est pas l'idée même, j'ai envie de dire. L'idée, c'est tout simplement de faire des jolis swings, des jolis trades qui sont relativement longs, ou alors tout simplement de décharger son bac d'investissement quand on pense qu'il est possible de racheter plus bas. Donc concrètement, c'est pour ça qu'on surveille aussi les commodités, et c'est pour ça que si jamais on avait un CPI baissier ce mardi, on pourrait assez facilement, je pense, aller aux 30 000 $. Et je pense que c'est même ce qui est plus ou moins en train de se profiler ici. Alors j'ai oublié d'en parler hier, mais on a eu aussi une intervention ici hier de Gary Gensler. Qui est Gary Gensler? C'est tout simplement le président de la SEC, la Security and Exchange Committee, quelque chose comme ça, et donc la SEC globalement revendique une mainmise sur les cryptos, c'est-à-dire qu'elle dit c'est à nous de réguler les cryptos puisque nous on est sur tous les contrats d'investissement dans le monde, et vous avez un autre bureau qui s'appelle le CFTC, je crois, qui doit s'appeler le commodity, donc c'est les commodities, c'est-à-dire c'est plus ou moins les biens et services. Soit vous mettez sur le marché un contrat d'investissement, c'est-à-dire vous prenez des actions Tesla, donc vous avez un contrat d'investissement avec Tesla, et à ce moment-là vous dépendez de la SEC, puisque tout simplement c'est un peu du fundraising, c'est-à-dire que vous allez avoir, vous allez gérer des fonds et vous allez prendre des contrats d'investissement avec quelqu'un. Soit vous gérez des biens et services, typiquement comme l'or, le cuivre, toutes ces choses-là, et à ce moment-là, vous dépendez du CFTC. Le CFTC, en fait, finalement, historiquement, ça s'est fait, comment? Tout simplement, vous aviez les chemins de fer aux États-Unis qui étaient en train de se créer. Donc c'est là qu'on a créé la SEC, parce qu'on a dit on est en train de vendre un service, on vend pas ici du bien. Vous n'allez pas posséder une partie de train, mais vous allez posséder une partie de la société qui construit les chemins de fer et les trains. Et à l'inverse, en face, vous aviez l'agriculture, tout simplement tout ce qui était maïs, etc., et qui lui dépendait du bureau du CFTC. Au départ, le CFTC était plus important que la SEC, et finalement c'est la SEC qui est devenue bien plus importante, avec je pense une taille à peu près 6 fois plus conséquente que le CFTC. Pourquoi je fais cet aparté? Parce que hier Gary Gensler, qui est le président de la SEC, et vous savez que la SEC est en procès avec XRP, etc., donc la SEC est en train de revendiquer une mainmise sur les cryptos en disant ce sont des contrats d'investissement, il faut que ça soit nous qui les régulions. En fait, donc la crypto-monnaie sont des securities, hier Gary Gensler a dit tout simplement que pour lui, et il l'avait déjà dit une fois, mais hier il l'a vraiment affirmé haut et fort, il a surtout parlé de Bitcoin, mais il a dit que pour lui Bitcoin était une commodity. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire Bitcoin c'est pas notre problème, pour nous c'est tellement décentralisé, il y a tellement personne qui finalement à l'instant T ne peut s'enrichir avec ça, que Bitcoin est une security, donc du coup elle dépend du CFTC. Le CFTC est beaucoup plus laxiste et beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus facile de mettre sur le marché des contrats d'investissement autour des biens et services que de mettre sur le marché des securities. Donc pour le coup, il a revendiqué toujours la mainmise sur les autres cryptos, mais finalement pas du tout sur Bitcoin. Donc c'est ça qui nous a donné également
Je suis désolé, j'avais pas préparé la news, j'ai pas préparé l'article, etc. Mais j'y pense en même temps que je parle là, du coup. Donc du coup, c'est ça qui nous donne, bien évidemment, ce pump qui a mis d'abord, ça a pumpé beaucoup plus du côté de Bitcoin, vous l'avez compris, que du côté des autres assets, parce que là, on a eu cette espèce de soulagement, comme quoi la régulation sur Bitcoin ne serait pas entamée par la SEC, mais plutôt par le CFTC, qui est lui beaucoup plus laxiste et c'est beaucoup plus facile, tout simplement. Donc c'est pour ça qu'on a eu ce pump hier beaucoup plus conséquent sur Bitcoin, avec un regain de la Bitcoin dominance et un regain. Moi, j'aime bien mettre en face de chacune des bougies une news. C'est ce que je fais sur mon graphique de news qui doit être quelque part par là. Hop. On va le trouver, c'est le bleu je crois, voilà c'est le bleu, donc du coup ici on va rajouter sur cette bougie tout simplement un call-out qui nous dit Gary Gensler qui parle de la SEC étant tout simplement voilà, là on va mettre Bitcoin égale commodity Gary Gensler, comme ça on s'en rappelle, on sait ce que ça... La prochaine fois qu'on aura une news, que Gary Gensler va dire quelque chose, etc., on aura un petit peu une data qui pourra nous dire, ah ben ça s'est passé là, etc. Voilà, ensuite, donc on est toujours dans le même scénario, etc. On va maintenant faire les news, mais globalement il n'y a rien de bien méchant en ce moment. L'Ukraine qui reprend une ville clé en Ukraine, donc qui est Kupiansk. Kupiansk, globalement, c'est à côté de Kharkiv. Et globalement, Kupiansk, ça doit être... Voilà, c'est par ici. Globalement, effectivement, ça coupe une des grosses routes d'approvisionnement des Russes. Donc ça va les obliger à faire le tour ou alors tout simplement à reprendre cette ville si jamais cette information est confirmée côté russe. Ensuite, la tech, on va dire les points de sortie pour la tech deviennent un petit peu plus sombres. Hydropower, etc. Voilà, rien de bien incroyable ici sur le Wall Street Journal. Sur CoinDesk, on a le rallye de Terra Luna, donc Luna 2 qui, suite à Luna Classic, a lui aussi fait un petit rallye de plusieurs centaines de pourcents en quelques heures. Je vais faire une vidéo dédiée, je pense, là-dessus, puisque personnellement, moi, il me reste encore des Luna classiques au moment où j'avais bien entendu essayé de choper le bottom, et d'ailleurs, ça a été finalement payant au final, puisque j'avais tablé sur un rebond assez fort de Luna au moment où tout simplement le DPEG s'est fait. Et en l'occurrence, au final, ça s'est vraiment avéré payant. Alors heureusement que j'ai continué dans ma stratégie, mais globalement, il me reste encore un petit peu, donc c'est relativement intéressant pour. Je pense qu'il y a d'autres gens qui sont dans mon cas. Et puis voilà, sur Bitcoin.com, pas forcément de news énormes non plus. Apparemment, je ne sais pas si Ethereum classique là qui mettrait sur le marché un truc autour de l'Ethereum en Proof of Work. Je comprends pas bien la news, mais ça n'a pas l'air extrêmement important. La semaine prochaine, on l'a dit, le CPI là qui se trouvera donc mardi. On a une grosse semaine globalement qui vient. J'en parlerai demain. Je pense que je ferai une vidéo vraiment dédiée là-dessus sur à quel point la semaine peut être mouvementée. Mais globalement, on aura The Merge, on aura en même temps Ethereum et on aura peut-être certaines résolutions qui vont sortir du procès XRP contre la SEC, justement, avec le 19 septembre, on aura des conclusions qui vont commencer à être lues. Je pense pas que ça sera fini, c'est-à-dire que c'est pas forcément la dernière phase du procès. On n'aura pas de conclusion finale ici, mais par contre, on aura plus ou moins quand même des chances de savoir si la SEC rejette toutes les motions qui ont été déposées si le juge rejette les motions qui ont été déposées par la SEC dans le cadre de ce procès. Ici sur MarketWatch, rien de bien important non plus. Donc voilà, on continue là-dessus. Vous voyez ici qu'on a fait un tour donc sur le marché, le sentiment. On va vite faire on a fait un tour sur le marché, le fonda et la technique. On va vite faire un tour sur le sentiment. Le carnet d'ordre qui est relativement vide à l'instant T. Vous voyez que les points d'achat et les points de vente ont relativement été pas mal pris. On n'aura rien ici avant 20 600 vers le bas. Léger point ici autour des 21 000, mais vraiment pas grand-chose vers le bas. Et vers le haut, à la vente, on n'a pas grand-chose non plus. 111 bitcoin ici, 162 ici, voilà, à peu près 200 bitcoin à passer si on veut monter aux 22 000 $. Donc ici c'est très calme, vous voyez qu'on est autour aussi d'un point de contrôle, donc très calme.
Deuxième chose, on va faire donc Bitcoin, Ethereum. Vous voyez que Bitcoin est venu chercher pile poil la liquidité qui se trouvait sur ce point-là, hein, qui est donc au 21,3 à peu près. Donc celui-ci, on peut considérer qu'il est pris. Comment ça s'est fait entre-temps? Eh ben, on a eu une forte augmentation de l'open interest ici sur du long. Donc ça, c'est le point rouge que vous voyez là. Entre-temps, on a eu du short qui s'est mis en place ici. Donc du coup c'est ça qui a donné du jus aussi pour venir les chercher, notamment sur ce petit pic là par exemple. Ensuite on s'est construit sur du long, mais vous voyez que l'open interest globalement latéralise alors que le prix latéralise, donc on va pas le noter. Ici un très léger point de short, mais on va quand même le noter ici. Donc ça nous met un point de short ici. Et puis après latéralisation, légère augmentation, on peut imaginer qu'il y a eu du long à partir de là, mais vous voyez qu'on est en train de le travailler là. Donc pour moi on l'a pris, voilà. Sur Ethereum, on avait un point, mais on l'avait déjà nettoyé hier à prendre autour des 1007. Ici, on a plutôt travaillé du long, c'est le point qu'on a déjà mis. Ici, c'est sporadique, mais on est plutôt sur du long également. On va peut-être noter cette petite... Ah bon, on était par là, donc on l'a nettoyé depuis. Ici, beaucoup de shorts, vous le voyez, hein, contrairement à Bitcoin sur Ethereum. Alors là, on déleverage, hein, c'est vrai que le prix descend et l'open interest descend aussi. Cependant, on reste ici dans un funding qui est négatif. Ici, c'est pareil, on perd des contrats, mais on perd des contrats de longueur, assez bizarrement. Ici, on se reconstruit sur du short, donc ça, c'est un point de short à prendre là. Et pourquoi on se reconstruit sur du short? Alors je le redis pour ceux, mais tout simplement le nombre de contrats en circulation augmente alors que le funding diminue. Le funding, plus de shorters, donc du coup plus de contrats, funding qui diminue, plus de contrats en short. Ici on latéralise et ici légère augmentation, donc on aura aussi un point de short à prendre par là, mais on va laisser celui-ci, c'est relativement bien. Voilà, on sauve ça pour demain et on garde en tête que pour l'instant on n'a pas grand chose au milieu. Si Bitcoin devrait corriger, il faudrait qu'il corrige fort, c'est-à-dire que je vous parlais tout à l'heure éventuellement de venir chercher les 19,5. Alors bien sûr il y a de la liquidation, enfin là ça a commencé à longuer, hein, donc ça veut dire qu'il y a du long ici qui s'est fait sur toute cette base là, mais globalement on viserait ici plutôt les 19,3 sur Bitcoin et on viserait plutôt directement autour des 1006 sur Ethereum si on devait ici venir chercher de la liquidité. Souvent on fait ces mouvements, le marché fait ces mouvements là le week-end, donc c'est suffisamment intéressant pour en parler. Ici vous voyez que cette grosse position qui était en short dont j'avais parlé sur Ethereum quand on avait fait cette grosse baisse a été prise dorénavant et par contre on a laissé gagner ici cette position là qui a son point de liquidation à 19 000. Donc attention à ça, on pourrait assez facilement ici, si jamais le marché le permet, revenir chercher la liquidité, ces fameux 10 milliards là qui sont en position leveragée et qui ont été ouverts tout simplement à partir du 9 septembre, donc hier. On pourrait très bien se retourner et venir les chercher aux 19 000. Donc ça irait dans le sens de ouvrir un short sur Bitcoin. Sur Ethereum, c'est un petit peu la même chose, sauf qu'on est dans cette situation-là depuis le 8 septembre, donc on est sur une hausse assez conséquente, et globalement, là, ici, la liquidité nous dirait que 1542 serait un point où on aurait nettoyé suffisamment, 1500, 1520. Donc voilà, est-ce que c'était un faux mouvement? Est-ce que c'est un bull trap là ce qu'on est en train de faire? C'est-à-dire qu'on a accueilli un paquet de monde en haut. Là il y a globalement beaucoup de longs qui se sont ouverts et on va tout simplement venir désormais prendre leur liquidité. Pour moi, il faut regarder le CVD au spot. Et le CVD au spot, vous voyez que sur Bitcoin, il est en train de se calmer. Donc ça, c'est pas très bon. Ça veut dire qu'il peut très bien se retourner. On n'a pas une demande qui est fortement incandescente, on va dire, au niveau du spot. Et le CVD au spot également sur Ethereum, qui lui aussi est en train de latéraliser. Donc oui, on peut tout à fait ici avoir un mouvement qui ramène Ethereum à 1005 et qui ramène Bitcoin à 19. Voilà, on a fait le sentiment. La grande question ici, c'est qu'est-ce qui va se passer ce week-end? Est-ce que vraiment ces niveaux de liquidité sont suffisamment importants pour qu'on vienne les chercher? J'ai pas fait le point sur qu'est-ce qui avait été ici liquidé sur les dernières 24 heures. C'est ce qu'on va regarder ensemble. Donc du coup, on a liquidé 138 millions. Donc c'est une journée à peu près normale, enfin en ce moment. Et puis 47 millions sur Bitcoin et 21 millions sur Ethereum. Donc Bitcoin reprend les devants. Ça fait plusieurs semaines qu'on regarde et qu'on voit qu'Ethereum est devant en termes d'open interest. Là en l'occurrence c'est tout simplement BTC qui reprend les devants. Luna vous voyez qui fait son boulot, hein, qui vient je pense liquider du long ici, et Luna 2, donc là c'est Luna classique, ça c'est Luna 2 qui lui fait la même chose. Voilà, toujours pas mal d'open interest sur Optimism.
Ravencoin également, Luna Classic, ah oui, donc on a Luna, Luna 2 et Luna Classic, d'accord. Donc Luna Classic également qui vient prendre ici quelques liquidités. Intéressant en tout cas de voir que Bitcoin reprend les devants en termes d'open interest, c'est-à-dire que sur ce long là, on a eu pas mal de gens qui sont rentrés, et vous voyez que qu'est-ce qu'on a liquidé principalement dans les dernières 24 heures, c'était du short bien entendu, hein, puisque le mouvement a été assez violent et relativement oblique, vertical vers le haut. Voilà, vous comprenez ici les targets. Globalement, soit on fait un petit retracement de quoi nettoyer suffisamment, on n'est pas forcément obligé d'aller au 19 ici, et du coup on reste ici dans ces zones-là. Soit tout simplement on fait ici une phase de latéralisation et puis on se fait rejeter et puis on descend plus bas. Soit on trouve le jus et la demande suffisante pour imprimer ce fameux flag là et nous donner vraiment une chouette structure qui puisse nous permettre de dire qu'on va plus haut. Pour l'instant, moi, on va dire sur l'horizon ce week-end jusqu'à mardi, je serais plutôt positionné en short, mais je peux tout à fait me tromper, bien entendu. Ensuite, idem sur Ethereum en fait, hein, c'est un petit peu la même chose. Voilà, on manque de jus pour passer cette résistance des 1007. Si jamais on l'avait passé fort hier et je voyais je voyais en face un marché haussier du côté du S&P 500, etc. Donc je me suis dit tiens, ça peut être vraiment cool si on arrive à déglinguer ici les 1720. On peut avoir un mouvement assez violent sur Ether pour revenir à 2000 assez facilement. On aurait eu ici probablement une petite résistance autour des 1850. Petite résistance également, ouais, 1850-1900 et petite résistance, voilà, on aurait eu une ou deux résistances sur la route, mais si on avait pété ça, parce que vous voyez que ça fait pas mal de temps qu'on essaye, là on l'avait pété, et puis là on le réintègre, et là on recommence à essayer de le péter. Si on arrive à péter les 1720, ça peut partir très fort sur Ether vers le haut, mais par contre si on essuie un rejet, bien entendu on continuera cette vague ici, potentiellement pour venir chercher les 1005 et potentiellement voir les 1002. On aura ici la ligne de coude, cette épaule, tête-épaule qu'il faudra surveiller, donc admettons qu'on fasse ce mouvement demain, voilà, si on revient faire un pullback là-dessus, comme on l'avait fait là, ça pourrait nous donner quelque chose. Sinon, pour moi, c'est 1260, le vrai gros support pour Ether, il est là, il n'a pas encore été retesté. The Merge est maintenant dans 5 jours. Le CVD au spot se calme. Pour moi, c'est ça l'élément important. Mais malheureusement, si on avait été en semaine, j'aurais été beaucoup plus catégorique. Mais là, on est en week-end, donc c'est normal que les choses se calment. Les institutionnels, ils sont en ce moment probablement à la plage ou dans leur maison de vacances, dans leur superbe mansion à Long Island ou je ne sais où, et voilà, donc bon, bien évidemment c'est ça qui donne aussi un ralentissement de la demande. En tout cas il y a de la liquidité en dessous, donc faites très attention à ça, et globalement ici vous voyez que il se pourrait que ce mouvement soit effectivement quelque chose qui soit juste temporaire et que on ait juste short squeezé quelque chose de manière à attraper un maximum de long et venir faire le mouvement dans l'autre sens. C'est tout à fait quelque chose qui est possible, et donc dans lequel on serait dans une vague ici qui pourrait nous ramener vers les 19. En tout cas voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était un petit peu long, j'en suis désolé, mais on a du coup vu pas mal de choses autour de ce qu'il pourrait se passer ce week-end et jusqu'à mardi. L'important c'est vraiment d'avoir un CPI baissier mardi, sinon c'est Armageddon, on va vraiment se faire démonter ici, et je pense que le marché ici est dans l'indécision par rapport à ça, on a des gens, vous avez des gens qui tapent sur un CPI baissier, vous avez des gens qui tapent sur un CPI haussier, parce que c'est assez difficile de lire les chiffres de l'inflation et de les anticiper, hein, ça dépend beaucoup de qu'est-ce qu'est la demande, donc du coup vous allez devoir aller voir les inventaires, ce genre de choses, ça va être assez compliqué ici à voir, les ventes de voitures, etc. Enfin, vous avez tout un écosystème qu'il va falloir regarder. On voit aussi, et sincèrement, que en ce moment, en fait, le marché de l'immobilier va plutôt mal aux États-Unis, et ça veut dire qu'en fait, les gens, déjà, les crédits qu'ils avaient déjà pris, c'est pas comme en France, c'est des crédits qui sont souvent avec des taux variables, souvent capés, mais avec des taux variables. Donc, du coup, ici, vous comprendrez que chez nous, on a des taux fixes, et puis c'est comme ça pour 25 ans. Chez eux, quand les taux d'intérêt augmentent, ça augmente également le loyer, enfin le crédit qu'ils ont à payer tous les jours, et ça peut très bien casser la demande, c'est-à-dire que vous gagnez, vous avez de l'argent, mais vous en dépensez moins, et vous êtes moins volontaire pour dépenser votre argent au supermarché, tout simplement parce que
votre épargne est moindre et votre pouvoir d'achat est moindre. Et là, en l'occurrence, c'est finalement quelque chose qui assez facilement s'équilibre et qui vous fait que tout simplement la demande ralentit d'elle-même. Si la demande ralentit, les prix baissent, bien évidemment. C'est logique. C'est la courbe de tout ce qui est voilà Ricardo, les libéraux, etc. La main invisible du marché, la courbe avec les prix quantité, etc. Qui vient tout simplement ici se mettre à l'équilibre. Voilà, bah, c'est tout pour moi. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce bleu, activer la cloche des notifications et nous rejoindre bien évidemment sur le Discord dont le lien est en vidéo. La question du jour, donc le commentaire à la con que j'ai l'habitude de poser à mes abonnés en fin de vidéo pour voir si des gens ont suivi jusqu'à la fin et ça permet de discuter d'autres choses. Globalement, la question du jour sera sur un truc vraiment complètement con, hein, pour le coup, ça c'est facile à trouver. Est-ce que vous êtes plutôt thé ou café? Voilà, voilà. Est-ce que le matin vous prenez plutôt un thé ou plutôt un café? Je pense qu'on va avoir pas mal de café vu le nombre de gens qui sont sur leurs écrans. Je le vois sur le Discord, en tout cas, jusqu'à 3 ou 4 heures du matin. Je vous laisse là-dessus et je vous souhaite une très bonne soirée. On se retrouve demain. À bientôt. Ciao.